C'est la deuxième édition de Métro News pour cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de l'actualité, malgré les récentes offensives contre les gangs, le kidnapping redevient une menace à Port-au-Prince. Ce mardi, l'ancien secrétaire d'État à la population, Laurent Bauger, a été abattu lors d'une tentative d'enlèvement à Delma 31. L'administration fédérale américaine de l'aviation a prolongé l'interdiction faite aux avions de ligne américains d'atterrir dans la capitale haïtienne jusqu'au 8 septembre 2025. Une mesure mise en place depuis le 11 novembre 2024 en raison de l'insécurité. Également à la une, Pub Jazz, le festival de jazz de Port-au-Prince, se tiendra cette année du 20 au 22 mars. Initialement prévu en janvier, le festival aura lieu malgré la situation sécuritaire, avec des concerts et ateliers à l'hôtel Karimé. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les bandits continuent d'opérer, quoique timidement, dans la capitale, malgré les efforts des agents de la PNH. Ce mardi, l'ancien secrétaire d'État, Laurent Bauger, a été tué par balle à Delma 31. Il a été abattu près de midi à la rue Marian, alors qu'il tentait apparemment de résister à une tentative d'enlèvement. Il a reçu au moins 4 balles. Dr Bauger était dans son véhicule au moment de l'attaque. Avant de devenir secrétaire d'État à la population, il était directeur de la santé du Nord-Ouest et avait des engagements politiques, notamment en tant que coordonnateur national du secteur non aligné. Les cas de kidnapping refont surface à Port-au-Prince après les dernières offensives des bandits. Cependant, les autorités cherchent à réactiver la CNDDR pour aider à rétablir la sécurité. Le professeur Guichard Doré soutient la décision du gouvernement, mais insiste sur la nécessité de doter cette entité des moyens nécessaires pour obtenir des résultats concrets. L'ancien conseiller de l'ancien président Jovenel Moïse souligne l'importance d'une synergie entre la PNH, les FADH et la CNDDR, notamment pour le partage de renseignements. Selon lui, une collaboration efficace est essentielle pour lutter contre l'insécurité croissante dans le pays. On écoute Guichard Doré qui répondait aux questions de Rodolphe Fierluy, notre collaborateur. Mesdames et messieurs, un plaisir de recevoir l'ancien conseiller du président, alors de l'ex-président Jovenel Moïse sur le plateau de Métro News, Guichard Doré, qui est ensemble avec nous pour participer dans Métro News à Soya. J'aime ce deal-là. Rapidement, nous parlons 3 points essentiels. D'abord, on a commencé par CNDDR, que le gouvernement en place lui-même les prend disposition pour capable mettre sous pied. Et l'on considère CNDDR, pas besoin de faire aucun rappel pour les téléspectateurs, tout le monde connaît qui mission CNDDR a gagné, mais ou même dans la lecture pas, on a regard pas, comment ouais CNDDR ça, qui j'en est capable d'aider à lutter contre l'insécurité. Bon, alors bonsoir Rodolphe, c'est la première fois directement Noé. En effet. Et puis bon, merci pour l'invitation. Bon, CNDDR, c'est une structure qui était là sous président Rival. En 2004, il a commencé à travailler sous le lit, le président Rival lui mettait sous pied, et puis après, le président Matéli est venu, monsieur, il remettre des missions, il a un boulon physique dans la tête. Bon, la structure a été là, il n'y a pas de fin avec elle. Là, comment c'était un problème de sécurité, moi j'avais conseillé au président de la République d'alors, le président Jovenel Moïse, pour réactiver CNDDR. Là, ça, c'est monsieur Henri Séan qui était Premier ministre et il a réactivé, il a fait des changements dans le texte pour nous déballer plus de capacité, pour nous décabarer. Mais malheureusement, tout le temps qui vient de passer, il a été créé, il mettait mon là-dedans vraiment vrai, mais il n'y a pas de moyens, de ressources pour le travail. Et si on a pas de trop efficace, mais son structure qui ont collecté ensemble d'informations de nature sécuritaire sur le pays qui est très utile. Et moi, je crois que tu as gagné des gens qui comptent parler, mais qui ne comptent pas parler tout. Tu as gagné des gens très compétents qui étaient dans le CNDDR, qui ont collecté des informations sur l'ensemble du territoire, avec des maps sur des gangs, et des activités, etc. En fait, c'était un premier niveau d'embouillon de
façon de parler, en forme de renseignements généraux sur les territoires, dans les collectivités, etc. C'était très important. Bon, aujourd'hui, le gouvernement pensait que c'est très important pour le dynamiser. Elle a dit que pour changer des droits là-dedans, quitter un monde, comme il a été rappelé tout à l'heure. Donc, moi, je pensais que c'est bien. Bon, maintenant, il suffit que vous ayez au moyen pour le cap de travail. Parce que vous avez besoin de collecter des informations sur le territoire pour traiter. Une fois que vous avez un traitement de l'analyse, puis vous venez donner des renseignements pour éléments de décision. Donc, au niveau de l'État, au plus haut niveau, vous avez besoin de ça. Donc, moi, je crois que c'est très important. Alors, justement, là, nous avons parlé de gouvernement qui prend disposition pour dynamiser, j'en sais dit, le CNDDR là. Il y a ce service de renseignement, mais l'on considère CNDDR avant et CNDDR aujourd'hui là, l'on considère toujours, se préciser là, c'est un monde qui était ex-président Jovenel Moïse conseil pour capable remettre en place. L'on considère aujourd'hui là, il y a un grand membre ancien CNDDR là, seulement lui-même qui est dans nouveau CNDDR là. Comment ou est formation ça? Bon, le gouvernement peut toujours, a toujours ses prérogatives d'échanger quelqu'un qui travaille au niveau d'une commission. Faire une commission de désarmement et réinsertion. Bon, maintenant, comme la police, comme les grandes fonctions, il n'y a pas de négociation avec nous, soit le réprimer ou bien pas faire rien du tout. Donc, l'État a créé une structure intermédiaire, non seulement pour collecter des informations, mais pour faire des armements. Donc, on a qui a des armes de guerre. L'État a gagné une structure qui a dialogué avec pour bailler des armements. Des armements, souvent, nous pas réinsertion. Parce qu'il faut permettre maintenant pour le ballon activité, pour le réinsérer dans les tissus sociaux, pour le cabrer gagner ville et puis pour le venir un citoyen normal. Donc, c'est des volets ça. Moi, je crois que c'était un problème moyen. Si on a un moyen, moi, si M. Kafan puis le bagage, fait tout, travailler avec, anticiper tout, éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de la société. Donc, moi, c'est une structure qui est très importante. Moi, je n'ai pas de problème que le gouvernement a toujours changé le monde. Moi, il y a qui a fait le travail là. OK. Maintenant, ANI, qui c'est Agence nationale d'intelligence, gagne le nouveau coordonnateur général du conseil présidentiel, Fritz Jean, lui-même dans le discours que l'Ité qui fait qu'on est que ANIA, c'est une priorité que lié pour lui-même. Mais dans la lecture, comment service d'intelligence ça, parce que l'on parlait de ANI, c'est Agence nationale d'intelligence, comment service d'intelligence ça est capable de rendre non seulement la PNH, mais aussi l'armée d'Haïti plus efficace dans la lutte contre l'insécurité? Donc c'était le maillon manquant de notre système de sécurité. On a la police nationale d'un côté qui gagne un embryon de renseignement, mais c'est fait sur renseignement judiciaire. La collecté pour la criminalité, pour voir monde devant le tribunal, etc. Ou bien l'armée qui t'a supposé à travers le renseignement militaire, si l'opérationnel, pour contribuer également à collecter des informations de nature de sécurité nationale. Et puis ou bien un embryon au ministère de la Défense qui pour le renseignement civil et pour de toute attaque qui était faite sous des bails, qui rapportait atteinte à l'ordre, à la population globalement. Bon. Et puis dans le ministère de l'Intérieur, etc. Bon, mais ça a manqué une structure de coordination et de l'ensemble des services que l'État doit gagner, qui sinon une forme de coordonnateur national de renseignement. C'était manquant. Et deuxièmement, il y a une nécessité, comme dit dans Texania, pour professionnaliser les gens qui dans l'enseignement. Il faut qu'il y ait des professionnels de renseignement. Ça demande beaucoup une formation à tous les niveaux et pour non seulement apporter un appui à la sécurité intérieure, mais à la sécurité extérieure de l'État et deuxièmement et contribuer à la sécurité économique de la nation. Ça nous pas gagné, c'est Texania qui s'est abordé. Lorsque vous regardez dans Texania, il y a 20 missions que le bail Texania en termes d'objectifs en termes de mandats pour le faire. Et donc là nous pas gagné le contre-renseignement. Écoutez, Dieu seul sait, écoutez aujourd'hui comment d'autres agences étrangères envahissent le territoire qui a fait des attaques, etc. que nous ignorons ça. Un fichier, c'est-à-dire ce qu'on a un fichier sur les hommes les plus nuisibles de la nation. Dans toute société, il y a toujours un fichier S qu'on a de mettre sous fichier qu'on a sur surveillance des groupes criminels ou bien des individus violents, etc., qui capotent atteinte à l'ordre public ou bien à l'intérêt national qu'il faut surveiller. Donc c'est le travail d'un service central de renseignement. À côté de ça, il doit travailler tout pour la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Alors en matière de sécurité, dès qu'on parle des intérêts fondamentaux de la nation, on voit tout ça qui
qui permettent au pays à exister. Par exemple, nos modes de vie et les institutions de l'État. Par exemple, aujourd'hui, le Palais national, il est là, nous entendons les mêmes, le monde qui est détenteur au plus haut niveau du pouvoir exécutif, il n'y a pas dans le palais. Il y a l'autre cas. La primature, pareil. Le ministère de l'Intérieur, pas même côté le DEA. Le ministère fait d'autres ministères, ils ont quitté le cas. Donc, en fait, l'État est dans la rue. Maintenant, sous un service central de renseignement qui a anticipé l'action ça pour d'autres et éviter. Donc, nous plutôt dans un mode de réaction. Ok, le renseignement, il est dans la prévention. Le renseignement est dans la prévention. Donc, on pense qu'une agence comme ANIM, bien content que. Et puis, ça n'a pas étonné tous ces fruits de gens qui font ça. Vous comprenez pour qui ça? Il est économiste. Okay. Ah oui. Parce que là, les textes sur ANIM, il y a pile de gars qui passent dans le pays, c'est des gars qui ont fait de nature économique. Ok, je vois que les textes ANIM, c'est l'aspect sécurité en termes de sécurité physique, non, du tout pas. Il y a le potentiel financier du pays à protéger, les intérêts économiques du pays à protéger, la base industrielle du pays à protéger, le secteur agricole à protéger, nos infrastructures qui conditionnent le développement économique du pays. Tout ça, c'est le travail d'ANIM. En effet, dernier point et réponse brève et précise pour nous capables de terminer. La création de task force ainsi que la mise en place du CNDDR et gagner tout Annie qui c'est priorité selon Fritz Jean. Est-ce que l'on considère trois entités ça nous capables de dire que selon eux-mêmes que la population a espéré dans les prochains jours ils ont aller mieux contre les sécurités? Bon, alors malheureusement, nous avons dit depuis 2020, écoutez, tu as gagné alors on dit ça dans la métropole, le premier tour qui était fait contre Annie, pas comprendre c'est des trois haïtiens qui étaient gagné des forces étrangères qui étaient contre Annie. Ah ouais? C'est pour la première fois. Et depuis le départ du Valier, l'État haïtien a mis un texte pour prendre la question de sécurité au sérieux. Et nous avons toléré, on pensait que pas de groupe de services extérieurs qui tapent contre ça. Oui, bon, on a les données. Donc, c'était un bail manipulé. Aujourd'hui, la population a grandi. Autrement dit, les citoyens ont grandi, ils ont rendu compte que cette structure-là était faite pour protéger les intérêts fondamentaux de la nation, la sécurité nationale dans sa globalité. Donc, moi, je crois que c'est plus le bon ton. Bon, c'est peut-être que oui, il a aidé, mais la besoin de travail, il faut mettre en place l'académie de renseignement pour qu'on professionnalise les gens qui travaillent dans les secteurs, le mode de recrutement. Il y a un travail qui doit être fait en termes de règlement intérieur et le protocole déontologique appliqué au service de renseignement qu'il faut élaborer. Et également, les dossiers de classification d'intérêt national ou bien comment classer et déclassifier les dossiers. Et les gens qui vont avoir une certaine habilitation de secret défense nationale. Tout ça, par exemple, dans les textes de l'année, vous allez voir qu'il y a des magistrats qui vont être spécialisés pour enquêter sur les dossiers de renseignement. Tous ces gens-là doivent avoir l'habilitation de secret défense nationale. Et à côté de ça, un comité au niveau du Parlement qui sera spécialisé dans les questions de renseignement, etc. Tous ces gens-là doivent avoir l'habilitation de secret défense nationale. Donc, on aborde, au moins pour la première fois, la question de sécurité en Haïti sur le plan scientifique et pour faire une réflexion stratégique sur ces questions. Donc, tout c'est ça dans le texte de l'année. Donc, ça a un travail important. Et puis, moi, apprécié que le fait que CPT a pensé qu'il faut nous mettre ça pour nous activer le texte. Le texte n'était pas abrogé, il faut l'activer. Et tout irritant, mon yoté dit que tu as dans le texte, OPC, tu fait un rapport sur le texte, tous ces irritants ont été enlevés parce que l'avis de OPC, le gouvernement de prendre en cas, il a modifié le texte publié en novembre, nous avons publié le texte en janvier 2021, qui était pour un décret de décembre 31 décembre 2020, qui était modifié le texte. Et le texte, c'est un outil pour protéger les libertés publiques en Haïti, pour protéger l'intérêt national. C'est le texte de l'année. Voilà, amis téléspectateurs, c'est bien l'ex-conseiller de l'ancien président Jovenel Moïse qui mettait l'accent sur deux points essentiels. D'abord, la mise en place du CNDDR, ce qui, selon lui, peut porter ses fruits si et seulement si il est doté des moyens efficaces lui permettant d'effectuer avec efficacité son rôle. Ensuite, l'ANI, l'Agence nationale d'intelligence, mais pour cet élément, pour cette entité, il faudrait qu'il y ait la mise en place d'un mécanisme de renseignement. Merci de votre fidélité à Metro News. Autre dossier, les États-Unis ont prolongé jusqu'au 8 septembre 2025 l'interdiction pour certains vols américains d'opérer en dessous de 10 000 pieds dans l'espace aérien d'Haïti. Une mesure mise en place par la FAA depuis le 11 novembre 2024 en raison de l'insécurité.
Cette interdiction concerne les transports aériens américains et les pilotes titulaires d'une licence de la FAA, leur interdisant de voler dans certaines zones d'Haïti, sauf autorisation spéciale. Et puis alors qu'elle devrait arriver à terme en septembre 2025, la loi Hope Help a été réintroduite au Congrès américain selon le ministre du Commerce et de l'Industrie. James Bonazar se dit confiant du renouvellement de cette loi fondamentale pour le secteur textile dans un contexte marqué par une perte d'emplois importante dans ce secteur. Intervenant dans le cadre des Mardis de la Nation, le ministre a également fait part d'un ensemble de mesures visant le développement des activités commerciales, passant par l'accompagnement des PME et des Madansara. Dans le cadre de cette rencontre hebdomadaire avec la presse, c'est le ministre du Commerce et de l'Industrie qui était venu faire le point sur les différentes réalisations de son ministère. Entre autres points évoqués par James Bonazar, la question du renouvellement de la loi Hope Help, pourtant absente du paquet législatif adopté par le Congrès américain en décembre dernier. Alors que cette loi arrive à terme en septembre 2025, l'espoir d'un renouvellement perdure, souligne le ministre. Les démarches en faveur du prolongement de ce dispositif fondamental pour le secteur textile entrent dans le cadre d'un ensemble d'initiatives visant à relancer l'économie du pays. Pour le gouvernement, il s'agit plus que jamais de décentraliser le budget de l'État pour pallier à la situation sécuritaire difficile à laquelle la capitale est exposée. James Bonazar présente donc les grandes lignes des actions du MCI. Ainsi, des protocoles d'accord sont en passe d'être signés avec des petites et moyennes entreprises ainsi que des Madansara dans l'objectif de les formaliser et de leur faciliter l'accès à des crédits pour relancer leurs activités. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, cherche à développer les petites et moyennes entreprises génératrices d'emplois. Parallèlement, les responsables du ministère ont lancé un espace dénommé Allo Consommateur en vue de permettre à chacun de porter plainte pour les produits de mauvaise qualité vendus sur le marché haïtien. Autre information, l'Observatoire de la décentralisation et du développement local dénonce les fonds alloués aux collectivités territoriales. Des membres de cette structure estiment que le montant est insuffisant pour répondre à certaines exigences.
Les CASEC et ASEC ont diverses obligations envers leur population, notamment l'organisation des fêtes patronales, l'aménagement des terrains de football, les jeux de grandes vacances, entre autres. L'un des membres, André Lafontan-Joseph, demande aux autorités étatiques de revoir le budget et de faire des collectivités une priorité. Il en profite également pour déplorer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Nous écoutons ses propos. Nous songeons que dans la dernière année, ils ont fait un paquet de temps, 36 mois, ils n'ont pas payé ni CASEC, ni ASEC, ni mairie, ni délégué de ville qui ont été doués frais de session. Eh bien, le gouvernement prévoit, c'est dans le code citoyen, comme ça que vous bail pour distribuer l'argent qui perdu, qui détourné. OK? Nous ne savons pas qui ça a faveur, puisque l'on fait 36 mois, ou pas de location, ou font avec comme blanc. Donc, là, c'est comme année ça que vous prévoit un point combien de milliards que vous pouvez payer arrière. Mais Rio, vous ne pas prévoir un goutte pour CASEC. Alors que CASEC est presque même montant avec Mério parce que il y a 140 communes, mais c'est 570 sections communales qui gagnent. Et ASEC avec délégués de ville, il y a même ces frais de session que vous avez. Et frais de session, très souvent, vous avez 2-3 et comme frais de session que vous n'avez pas qui passent dans la gagote. Donc, au moins, vous mettez comme frais de session dans le budget, mais comme CASEC, vous ne pas mettre dans le budget. Nous écrivons, nous demandons pour corriger toute irrégularité. Parce que vous pouvez un malin plaisir pour que vous adoptez le budget sans vous pas prendre avec vous des comptes. Oui, et c'est ça qu'on continue à faire là toujours. Donc, nous-mêmes nous disons que l'heure fin corriger, il faut voyer pour prendre avis pour des comptes. Parce que c'est pour des comptes qui pourraient, est-ce que ça que nous demandons, est-ce qu'effectivement, ils répondent à eux. Nous demandons pour tout ça, corriger de telle sorte que pour que nous sortions dans la situation que nous sommes aujourd'hui. Nous refermons la page nationale de Métro News en culture. La 18e édition du Pape Jazz Festival de Port-au-Prince se tiendra du 20 au 22 mars autour du thème Pape Jazz It's Up. Ce concept mettra en avant des artistes et des expressions culturelles locales, selon Milena Sandler, directrice générale de la Fondation Jazz Haïti. Initialement prévu en janvier, le festival avait été reporté en raison de la situation sécuritaire difficile dans le pays. Il aura finalement lieu cette année, symbolisant la résilience. Au programme des ateliers d'échange et 2 grandes soirées à l'Hôtel Caribé, les 21 et 22 mars, mêlant jazz, slam, rara, entre autres. Les précisions ont été fournies par Milena Sandler et Joël Widmayer, respectivement directrice générale de la Fondation Jazz Haïti et directeur artistique du festival. C'est donc un festival Jazzy Top 100% Lacaille que nous vous offrons cette année. Vous connaîtrez, grâce à Joël tout à l'heure, les détails de la programmation musicale dans un instant, mais le Pape Jazz, c'est aussi des ateliers d'échange et transmission, et la 2e édition de Jazz Putimoun au Centre culturel Brésil-Haïti. Des showcases de la scène découverte à l'Institut français, des showcases dédiés aux artistes émergents, tous styles de musique confondus, un espace de promotion pour eux, pour ces jeunes artistes. L'émission live, les coulisses du festival, animée par Bibi Natal Collet, le live stream sur YouTube du Pape Jazz, des soirées du Caribé Hotel, sous la bannière de la BRH. Le live stream sera retransmis cette année au Cap-Haïtien, à Jacmel, à Montréal, à Las Terrenas, à Fort-de-France et certainement également à Pointe-à-Pitre. Tout à l'heure, c'est une édition engagée et solidaire. Pape Jazz Putimoun se tiendra dans un camp de déplacés avec l'Institut du bien-être social pour offrir un moment de musique et de divertissement à une trentaine d'enfants.
Nous rendons aussi hommage à Toto Bicinte. 2024 marquait les 30 ans de sa disparition en Haïti avec le concours d'interprétation Enchanté Toto Bicinte qui se termine le 14 mars. Il reste encore donc quelques jours pour voter en ligne pour votre artiste émergent favori. Nous avons bien sûr une pensée émue pour le grand poète Franck Etienne qui nous a quittés il y a quelques jours et également pour monsieur Jean Pierre qui lui aussi est parti trop tôt. Une dernière chose, et pas des moindres. On voulait aussi préciser que le Pape Jazz, c'est aussi une économie. C'est 60 professionnels des métiers techniques et de la communication qui sont rémunérés pour leur travail directement dans le cadre du festival. C'est aussi plus de 70 artistes et musiciens. Donc, au total, plus de 130 bénéficiaires directs. C'est aussi pour ça qu'on continue à faire ce festival. Parce que c'est notre engagement envers eux et envers le public qui a bien besoin de ce moment d'échange et de convivialité, de cette bulle magique d'espoir dans laquelle nous transporte le festival chaque année. Au Caribé Hotel que vont se dérouler les deux grandes scènes, donc le 21 et le 22, à 4 heures précises. Dans la soirée, on commence à 4 heures l'après-midi, comme Mélène a dit, à 4 heures ici. 4 heures, on va essayer de faire 4 heures parce que l'année dernière, on a voulu faire 5 heures, les gens ne sont pas venus à l'heure, mais là, après le COV, tout le monde a dit 4 heures, ils veulent être à 4 heures, donc on va commencer vraiment à 4 heures. Alors ça va commencer avec Jazz Extension, un jeune groupe de jazz, on fait des jeunes musiciens relativement jeunes, et encore c'est la nouvelle génération de jazzmen haïtiens, je peux dire. Un groupe qui a joué pendant les 9 Sunday Jazz Brunch qu'on a eu. Et c'est avec Poupi évidemment la batterie, tout le monde les connaît déjà, Axon au piano. Et il y aura 2 invités. Il y a Tiga, deux invités. Tiga, c'est un jeune, pas très jeune, à chaque fois je dis jeune parce que c'est un grand monde, c'est ça? Bon, je sais pas. Et alors c'est un percussionniste qui a vécu surtout aux États-Unis et en Afrique, qui s'appelle Tiga. On ne connaît pas trop en Haïti, mais il est assez connu. Et il va jouer 2 morceaux avec eux. Il est là comme artiste invité. Il joue aussi au marimba, instrument qu'on joue rarement ici. Et puis aussi le saxophone, mais là vraiment il est très jeune, c'est presque un bébé quoi lui, l'artiste, le saxophoniste Alexis Luconson. Pour terminer, le samedi 22 mars, ça sera encore au Caribé, à 4 h de l'après-midi, sur la scène Barbancourt, merci Mélina. On va commencer avec Ami Jazz. Ami Jazz, en fait, ces musiciens, je me souviens d'eux, ils étaient très très jeunes au tout début du festival, on les voyait dans les afters, dans les afters et aussi dans les ateliers. Et aujourd'hui, voilà, maintenant ils sont sur les grandes scènes, sont des musiciens, des professionnels, vraiment. Ça fait vraiment plaisir de voir ces musiciens comme ils ont grandi, ils ont beaucoup appris, ils sont vraiment des produits jazz aujourd'hui. Ils seront là, Ami Jazz, à jouer avec une artiste invitée, Gardine Mercier, comme chanteuse. Ensuite, on aura Joël Acoustique, qui est un artiste super connu ici. Il aura plein d'invités avec lui, plein de guests. Il y a Alexa Cherilus, Fameuse Mode, Tissax pour monter vraiment la touche jazz. Et aussi plein d'autres musiciens qui seront là aussi avec lui sur scène. Et pour terminer la soirée, on aura Colo Co. Alors Colo et ses amis, on peut dire, mais on a dit Co. Et Kabish qui sera au chant, Titambour au tambour, Keke à la guitare pour la touche jazz et puis moi je serai aussi aux percussions et peut-être quelques petits scats que je vais faire avec eux pour la petite touche jazz de cette soirée. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Malgré les récentes offensives contre les gangs, le kidnapping redevient une menace à Port-au-Prince. Ce mardi, l'ancien secrétaire d'État à la population, Laurent Boger, a été abattu lors d'une tentative d'enlèvement à Delma 31. L'administration fédérale américaine de l'aviation a prolongé l'interdiction faite aux avions de ligne américains d'atterrir dans la capitale haïtienne jusqu'au 8 septembre 2025. Une mesure mise en place depuis le 11 novembre 2024 en raison de l'insécurité. Et puis Pape Jazz, le festival de jazz de Port-au-Prince, se tiendra cette année du 20 au 22 mars. Initialement prévu en janvier, le festival aura lieu malgré la situation sécuritaire, avec des concerts et ateliers à l'Hôtel Caribé. C'est ainsi que nous refermons notre deuxième édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous pour votre attention et surtout votre confiance. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.